On doit aujourd'hui traiter un autre chapitre concernant la lithotripsie. Donc, comme vous savez, la lithotripsie concerne quoi? Elle concerne c'est la fragmentation du calcul du voie urinaire, surtout du rein, par l'utilisation de ce qu'on appelle les ondes de choc. Notre sommaire, elle traite les éléments suivants. On a l'introduction, puis historique concernant la lithotripsie, rappel anatomique du voie urinaire, type de calcul urinaire, les ondes de choc, l'appareillage de traitement, zone focale et zone de traitement, analyse des principaux technologies de la lithotripsie. Donc, on doit traiter le générateur électrohydraulique, le générateur électromagnétique, le générateur piézoélectrique. Puis, on doit étudier le mécanisme de fragmentation des calculs rénaux par ces quatre mécanismes. Puis, les effets de la cavitation acoustique en thérapie ultrasonore. Et les trois dernières parties concernant l'aspect pratique de la lithotripsie. Donc, la préparation des patients pour la lithotripsie, déroulement de la lithotripsie et un exemple d'appareillage de lithotripsie et ses caractéristiques techniques. Commençons maintenant par l'introduction. La lithiase rénale touche environ 5 à 10% de la population des pays industrialisés. Son incidence au cours d'une vie est estimée entre 5 et 20%. Donc, depuis l'introduction de la lithotripsie par Chaussé en 1980, la lithotripsie extracorporelle avait révolutionné la prise en charge thérapeutique de la lithiase rénale. Donc, il y a quoi? Il y a la lithotripsie extracorporelle. Son rôle, c'est quoi? C'est de traiter la lithiase rénale. C'est une prise en charge thérapeutique de la lithiase rénale. Rapidement, bénéficiant de son efficacité relative et sa moindre invasivité. Cette technique s'était imposée comme le traitement de première intention d'environ 75% des lithiases. Donc, c'est un geste, ou bien c'est une technique qui permet de traiter la lithiase rénale d'une manière, ou bien sans porter le patient à un geste invasif, comme par exemple la chirurgie. Donc, contrairement aux techniques endo-urologiques et à la chirurgie ouverte, les patients traités par la lithotripsie extracorporelle ne sont pas immédiatement débarrassés de leur lithiase. Donc, la persistance des fragments lithiasiques résiduels, dont on espère l'élimination spontanée et indolore, fait partie intégrante des contraintes de cette technique. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Même si on traite par la lithotripsie extracorporelle, ça veut dire on utilise des ondes de choc, ça veut dire des ondes de l'extérieur des patients qu'on envoie sur la lithiase. Comme vous savez, 75% sont traités par cette technique. Donc, on essaie de fragmenter les calculs, mais on laisse aux patients d'éliminer les petits fragments d'une manière spontanée, en buvant de l'eau par exemple. Donc, la persistance prolongée de ces fragments, autrefois considérés comme un facteur d'échec, est actuellement plus acceptée lorsque ces derniers sont de petite taille et asymptomatiques. Qualifiés parfois d'insignifiants, leur simple surveillance était alors préconisée et la lithotripsie extracorporelle était considérée comme réussie. Cependant, certains travaux avaient suggéré que ces fragments résiduels, quelle qu'en soit la nature, peuvent promouvoir la formation de nouveaux calculs ou être en même
à l'origine d'une symptomatologie obstructive. Ce risque et le rôle supposé de ces fragments lithiasiques résiduels font actuellement discuter la notion de succès après la lithotrépsie extracorporelle. Dans le cas du calcul caliciel inférieur, l'élimination souvent difficile des fragments lithiasiques fait même discuter les indications de la lithotrépsie extracorporelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire jusqu'à maintenant dans cette introduction? Que lorsqu'on traite la lithiase rénale par la lithotrépsie extracorporelle, donc on essaye de fragmenter les calculs de grosse taille en calculs de petite taille. Et ces petits calculs de petite taille sont éliminés par les urines de manière spontanée ou bien provoquée par la prise d'eau pour le malade. Mais le problème qui se pose, parfois, ces petits calculs ne passent pas dans les voies aériennes pour qu'on les élimine. Donc, le succès de la lithotrépsie extracorporelle est à discuter. Maintenant, passons à l'historique de cette technique nouvelle. Donc, depuis longtemps, le traitement chirurgical a été considéré comme le seul moyen thérapeutique de la lithiase urinaire. Donc, les premiers actes de traiter la lithiase rénale, ce sont la chirurgie. Mais l'apparition de la lithotrépsie extracorporelle en 1982 a bouleversé le choix thérapeutique, bien qu'avant sa mise en œuvre. Cette méthode non chirurgicale a connu une énorme évolution. L'idée de son ébauche apparaît en 1960, après des études dans le laboratoire spécialisé dans l'aviation, pour expliquer l'existence d'empreintes creusées à la face du fuselage des vaisseaux et des avions supersoniques. Cette étude a conclu que les avions volant à une vitesse supersonique, ça veut dire une vitesse supersonique, ça veut dire les vitesses qui sont supérieures à la vitesse du son. Ça veut dire, en général, supérieure à 340 mètres par seconde. Donc, cette étude a conclu que les avions volant à une vitesse supersonique, des gouttelettes de pluie produisant des pressions allant jusqu'à 160 000 bars, entraînant une onde de choc qui se propageait et était capable de fissurer le matériel à distance. Donc, lorsque l'avion vole à une vitesse très élevée, ça veut dire à une vitesse supérieure à la vitesse du son dans l'air, donc il y a apparition à la face avant de l'avion des ondes de choc. Ça veut dire des ondes là où il y a des pressions très élevées. Et ces pressions très élevées, ça entraîne quoi? Ça entraîne la fissuration de la coque des avions, ou bien la causer des fissures du matériel avec lequel il est composé les avions. C'est le premier constat en 1960. Maintenant, passons 1966. L'ingénieur Dornier ressentit une décharge électrique en touchant une cible au moment précis où celle-ci était atteinte par une onde de choc, et confirmant ainsi la capacité de ces ondes à pénétrer les tissus humains. Donc, les ondes de choc peuvent pénétrer à l'intérieur du tissu humain. C'est le deuxième constat de l'ingénieur Dornier en 1966. Entre 1969 et 1970, des travaux réalisés sur l'animal
par Dornier System révèle que des ondes de choc générées dans l'eau pouvaient être transmises sur le corps d'un animal et le traverser sans perte d'énergie importante. Donc ici, c'est une expérimentation sur les ondes de choc. Ça veut dire que ce sont des ondes de pression, à pression très élevée. Ces ondes peuvent passer à travers le tissu animal sans perte d'énergie. En 1972, le directeur du département d'urologie de l'université Ludwig fait la première étude in vitro. C'est pas in vivo, in vitro, ça veut dire en dehors du tissu humain. En 1974, Chaussy découvre le principe de focalisation des ondes de choc. Donc, les ondes de choc, au lieu qu'elles soient dispersées dans tout l'espace, on essaye de les focaliser dans des points bien définis pour qu'on puisse les exploiter en médecine après. En 1979-1980, apparaît la machine HM3 qui fut utilisée chez l'homme pour la première fois par Chaussy et Dieter à la clinique urologique. Donc c'est la première expérience médicale sur l'être humain en utilisant les atouts ou bien les avantages de la focalisation des ondes de choc. Donc en 1992, un centre de lithotricité fut établi intégrant anesthésistes, lithotriceurs et radiologues destinés au traitement de la lithiase urinaire chez l'adulte. Donc en 1982, c'est le début de commencement de l'utilisation de la lithotripsie en pratique. Donc, l'efficacité de ce nouveau traitement, probablement surestimée dans les premières séries publiées, son caractère non invasif et le succès commercial d'HM3, ça veut dire le lithotriceur, qui s'appelle HM3, stimulera la recherche et l'industrie. En 35 années, de nouvelles approches et solutions techniques furent proposées pour produire les ondes de choc, faciliter le repérage de la lithiase, améliorer l'ergonomie du matériel et réduire son encombrement. Tous les progrès réalisés expliquent la diversité des lithotriceurs actuellement commercialisés. Donc, dans ce site styroc-là, comme vous voyez, on a commencé depuis les années 60 jusqu'aux années 92 où il y a la première application médicale des ondes de choc dans les appareillages de la lithotripsie extracorporelle pour la fragmentation des calculs du voie urinaire, surtout la lithiase urinaire au niveau du rein. Donc, l'élément important ici, c'est à retenir que on fragmente les calculs rénaux par l'utilisation des ondes de choc, qui sont des ondes de pression, à pression très élevée et qui se font dans un instant très court. C'est une impulsion qui a une pression très élevée. Et cette impulsion d'onde de choc, il est focalisé dans un point bien déterminé pour qu'on puisse exploiter son énergie pour la fragmentation des calculs rénaux. Et l'appareillage qui utilise cette technique, il s'appelle la lithotripsie ou la lithotriceur, donc la lithotripsie
extracorporel. Maintenant, on doit parler un petit peu du rappel anatomique des voies urinaires. Voilà, dans le schéma de gauche ici, comme vous voyez, c'est une coupe de rein. Comme vous voyez, sera là, il est composé d'une partie corticale et d'une partie médullaire qui est composée par des pyramides. On a ici des calices dans lesquels il y a la collecte des urines. Il y a ici un ensemble artère rénale et veine rénale pour la vascularisation des reins. Puis le bassinet dans lequel déversent les différentes calices et l'artère qui va directement vers la vessie. Donc l'élément principal de l'épuration du sang, c'est ce qu'on appelle le néphron qui se trouve dans la partie corticale du rein. Comme vous voyez ici, une reconstruction tridimensionnelle de la voie excrétrice supérieure intrarénale. Donc c'est dans cette zone-là où on peut avoir des calculs rénaux qui sont le sujet de la lithiase rénale qu'on peut fragmenter par la lithotripsie extracorporelle. On a les calices mineurs, des calices majeurs, le bassinet et l'artère. C'est une reconstruction en 3D. Donc, la structure fondamentale des reins, c'est le néphron. Comme vous voyez ici, c'est voilà le néphron. Donc, il y en a près d'1 million dans le rein. Mise bout à bout, ces unités s'étendraient sur 60 km. La croissance des néphrons se fait en taille sans augmentation de leur nombre. Chaque néphron est constitué d'un corpuscule de Malpighi. C'est le segment initial des néphrons. Cette structure est une surface d'échange entre le sang et le rein, c'est-à-dire le lieu où le sang se débarrasse de ses déchets toxiques pour former l'urine. Donc le néphron comme un filtre. Donc il filtre les déchets du sang. Donc le contact ou bien la jonction entre le sang et le rein, ça se fait au niveau des néphrons. Donc ce néphron-là, il est formé de deux parties. Le glomérule de Malpighi, réseau de capillaires artériels pilotonné sur un même. Et la capsule de Bowman, élément à double paroi entourant le glomérule de Malpighi. Sa cavité communique avec le tube contourné. Comme vous voyez ici. Voilà le glomérule, c'est ici. Et voilà sa capsule. Ici, l'artériole afférent et artériel efférent. Donc c'est au niveau d'ici, là où il y a l'échange entre le sang et le rein. D'un tube contourné proximal, de l'anse de Henle, il se compose d'une partie descendante et d'une partie ascendante. Ces deux parties sont rectilignes. D'un type contourné distal, il partage la même vascularisation que le type contourné proximal. D'un type collecteur du Bellini, il traverse la pyramide de Malpighi et s'unit aux autres types collecteurs des autres néphrons. Il aboutit au sommet des pyramides. Voilà ce qu'on appelle les pyramides. C'est cette zone-là.
qu'on appelle les pyramides. Ces boules-là, ce sont les pyramides. Et dans la corticale, là où il y a quoi? Il y a le néphron. Maintenant, parlons des voies excrétrices supérieures des reins. Les voies d'excrétion commencent dans le sinus rénal par des tubes courts de points, les petits calices qui se jettent dans les grands calices. Ceux-ci se réunissent pour former ce qu'on appelle le bassinet. Ce dernier se rétrécit peu à peu de haut en bas et se continue jusqu'à la vessie par l'artère, comme vous voyez ici. Voilà. Du calice mineur, ou bien les petits calices, calice majeur, le grand calice, la réunion des deux déverse de ce qu'on appelle le bassinet, et le bassinet se rétrécit pour déboucher dans l'artère pour gagner la vessie. Donc, ce sont les voies excrétrices supérieures. Donc, cette zone-là, c'est ici. Hein. C'est la partie centrale, c'est ce qu'on appelle le sinus. Donc, maintenant, commençons par les petits calices. Ce sont 10 canons membraneux longs de 1 cm environ, dont le nombre est égal à celui des papilles, 6 à 15. Ils s'insèrent par une extrémité un peu élargie, tout autour de la base d'une papille. Les grands calices. Les petits calices se réunissent par groupe de 2 à 3 formant les grands calices. On en compte ordinairement 3, supérieur, moyen et inférieur. Le supérieur, vertical descendant, collecte les 3 petits calices des pôles supérieurs des reins. Le moyen, horizontal, court, collecte les 2 petits calices. L'inférieur, oblique, ascendant, large et court, collecte les 3 petits calices des pôles inférieurs des reins. Voilà en ce qui concerne les petits et les grands calices. Concernant le bassinet, c'est un segment élargi de l'appareil excréteur des reins situé à la jonction des grands calices. Il a une capacité de 6 à 7 cm carré. Sa forme et ses dimensions sont très variables. Il y a autant de formes de bassinet que de reins. La jonction pyélo-urétrale. Ça veut dire c'est la zone qui se trouve entre le bassinet et l'artère. Pour l'artère, c'est un conduit qui fait cheminer les urines du bassinet vers la vessie. Il est long de 25 jusqu'à 30 cm. Donc, ces voies excrétrices supérieures des reins, c'est dans cette zone-là où il y a formation des calculs rénaux qui nécessitent une prise en charge thérapeutique par la lithotripsie extracorporelle. Maintenant, parlons un petit peu sur quelques notions sur les calculs rénaux. Les calculs rénaux sont la conséquence de la maladie lithiasique. 70% des lithiases. Le traitement et les préventions, soit l'ablation, on utilise la chirurgie, ou bien on utilise une méthode non invasive, c'est la lithotripsie extracorporelle. Hyperdiurèse par augmentation du boisson, au moins 2 litres d'eau, peu minéralisée. Régime alimentaire normocalcique, ça veut dire du point de vue calcium, sans excéder 1000 mg par jour.
Concernant la lithiase calcique, elle représente 12% des lithiases. Liées à quoi? Aux infections urinaires à germes uriase positifs. Exemple, des germes qui favorisent la lithiase calcique. Exemple, Klebsiella, Enterobacter et Pseudomonas. Et donc, pour savoir ces germes-là, est-ce qu'ils se trouvent dans les voies urinaires ou non, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse des urines qui s'appelle le CBI. Ici, on a ces germes-là. Donc, après le diagnostic, on fait un traitement par des antibiotiques. Développement silencieux et découverte à un stade tardif de calcul, coralliforme. Ça veut dire coralliforme, ça veut dire le calcul n'a pas une forme sphérique, mais une forme sous forme d'arbre, arborescente. Il prend plusieurs calices. Donc ils s'encastrent dans plusieurs calices, soit mineurs, soit majeurs. Et c'est un développement silencieux, ça veut dire sans douleur. Le principe de traitement, on utilise l'antibiothérapie pour lutter contre ces bactéries-là. L'ablation du calcul, on utilise la chirurgie ou bien l'endoscopie. La prévention, l'hyperdiurèse. Donc il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la formation du calcul rénal. La lithiase, deuxième type de lithiase, lithiase phosphatique ammonio-magnésienne. Elle représente 16% des lithiases. Traitement surtout médical par l'alcalinisation des urines, prise régulière d'eau de Vichy avec contrôle de pH urinaire, CC7. Et un régime réduction des apports en purine, riz de veau, les abats, charcuterie, poissons de mer. Les médicaments pour diminuer la synthèse de l'acide urique type zélorique. Donc, ce type de lithiase, là où il y a l'ammonio-magnésienne, donc leur traitement il est surtout médical. Lithiase d'acide urique. 3 grands types de calcul, souvent mixtes. Maintenant, parlons quelques notions de ce qu'on appelle l'onde de choc, qui est l'élément principal pour le traitement de la lithiase urinaire par la lithotripsie. Qu'est-ce qu'une onde de choc? Une onde de choc résulte d'une brusque augmentation de la pression en 100 nanosecondes environ et un retour à la normale qui suit une loi exponentielle. La durée totale de l'impulsion est de l'ordre d'une microseconde et la pression engendrée est de l'ordre de 100 mégapascales. C'est une pression colossale qui correspond à 1000 atmosphères environ. Comme vous savez, la pression de notre atmosphère, c'est une atmosphère, presque un bar. La pression de chambre à air dans la roue d'automobile, elle est entre 2 et 2,5 bars, à peu près 2 et 2,5 atmosphères. Mais l'onde de choc, c'est de l'ordre de 1000 atmosphères. Donc, voilà l'évolution de la pression générée par l'onde de choc. Donc, il y a un petit temps, TR, dans lequel il y a une augmentation
rapide et très élevée de la pression, puis une chute presque exponentielle dans le reste du temps. Et donc cette impulsion, ça se fait de l'ordre, dans un temps de l'ordre de microsecondes. Tout ce temps-là, c'est de l'ordre de microsecondes. Donc il y a une élévation, augmentation de la pression et un retour à la normale suivant une loi exponentielle. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'onde de choc. Sur l'axe des Y, vous avez la pression. Sur l'axe des X, vous avez le temps. Mais ici, le temps, c'est de l'ordre de microsecondes et la pression, c'est de l'ordre de les mégapascales. Le maximum, ça peut aller jusqu'à 100. Donc, on lit tout ici. Les ondes de choc qui sont des variations brutales, notez le mot brutal, de la pression, dans un temps très court, soulignez aussi le temps très court. Ils servent à quoi? À détruire les calculs rénaux de façon extracorporelle. Ça veut dire extracorporelle, ça veut dire que la génération de ces ondes, ça se fait à l'extérieur du corps. Comme si vous faites une radiographie par un type de rayon X. Et la génération des rayons X à l'extérieur du corps humain. C'est la même chose lorsqu'on veut faire le traitement de la lithiase rénale par la lithotripsie extracorporelle. Il y a génération de ces ondes de choc à l'extérieur du patient. Donc, la forme théorique d'une onde de choc est illustrée dans la figure précédente, comme vous avez déjà vu. On y distingue l'onde de compression, valeur de la pression maximale positive, et l'onde de détente, valeur de la pression maximale négative. Le temps de montée Tm et la durée de l'impulsion Tmp. Selon les générateurs utilisés, la pression maximale en compression peut atteindre 100 mégapascales pour un temps de montée de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes. Donc cette partie-là, Tm, il est de l'ordre de nanosecondes. La pression maximale positive P+, c'est de l'ordre de 100 mégapascales. C'est de l'ordre de compression. L'onde de détente, il peut atteindre cette valeur qui est négative. Donc, l'onde de compression et l'onde de détente. Les tissus biologiques, mots, ont des propriétés acoustiques très proches de celles de l'eau. Donc, l'onde de choc peut se propager dans ces milieux sans subir de phénomènes de réflexion ou de réfraction majeure. Donc, après production de ces ondes de choc, lorsqu'ils se propagent à l'intérieur du corps humain, surtout dans les tissus mous, donc, on peut négliger la réflexion et la réfraction de ces ondes-là. C'est l'inverse de ce qu'on a déjà dit dans l'exemple où l'utilisation des ondes ultrasonores dans le corps humain, dans laquelle il y a une partie qui se réfléchit, une partie qui est transmise. Par contre, les ondes de choc, il faut oublier ça. Il n'y a ni réflexion, ni réfraction. Ils se propagent dans le corps en mode transmission sans subir ni réflexion, ni réfraction. Maintenant, on doit vous montrer les caractéristiques des ondes de choc dans les lithotripteurs. On a deux figures, la figure à gauche et à droite, A et B.
Prenons par exemple un électrohydraulique, lithotripseur, Dornier HM3. Donc, la pression mesurée dans la zone focale, donc il est indiqué par ce graphique-là, dans lequel il y a la pression en mégapascal ici, et sur l'axe des X, vous avez le temps en microsecondes. Vous aurez toujours un pic qui montre une valeur maximale de l'ordre de 40 mégapascales et une chute de pression de l'ordre de moins 10. Donc vous aurez une partie positive et une partie négative. Donc il faut bien noter ces deux éléments-là. Il y a la partie positive et la partie négative. Et ces deux parties-là participent à la fragmentation de calcul qu'on doit voir ultérieurement. La figure de droite montre quoi? Montre la distribution des différentes fréquences qu'on peut avoir à l'intérieur de cette impulsion que représente l'onde de choc. Les différentes fréquences qu'on peut avoir à l'intérieur de cette impulsion, donc il varie entre 0 jusqu'à supérieur à 10 à la puissance 7 Hz. Le maximum se trouve aux alentours de 300 kHz. Ça veut dire ici. Donc il y a ici une distribution de l'énergie en fonction des fréquences. Comme vous voyez cette impulsion-là, il contient beaucoup de fréquences des traces sonores. Donc par l'utilisation de ce qu'on appelle la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, ça permet de extraire les différentes fréquences en fonction des amplitudes qui sont contenues dans ce signal ou bien dans cette impulsion que représente l'onde de choc. Donc, comme vous voyez ici, la fréquence est de l'ordre de 300 kHz pour le maximum. Donc, de pic positive pressure, donc le pic, c'est ici, c'est la pression positive. Ça varie entre 30 jusqu'à 110 mégapascales. Et la pression négative entre moins 5 jusqu'à moins 15. C'est ici la pression négative. Donc ça peut varier, ça dépend de la lithotripseur, entre moins 5 jusqu'à moins 15 mégapascales. Donc la majorité d'énergie de cette onde de choc, elle est portée par les fréquences suivantes: 100 kHz et 1 MHz. Donc, voilà la fréquence d'émission des ondes de choc. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que les ondes de choc présentent une augmentation brutale de la pression, puis une détente ça veut dire une chute de pression jusqu'à des valeurs négatives. Donc vous aurez des valeurs positives et des valeurs négatives. En pratique, les valeurs, ça varie entre 30 jusqu'à 110 pour le maximum, et moins 5 jusqu'à moins 15 pour les valeurs minimales. Et la fréquence d'utilisation, ça veut dire entre 100 kHz jusqu'à 1 MHz. Maintenant, passons principe et technique de la lithotripsie extracorporelle. Donc jusqu'à maintenant, on a détaillé l'élément clé de la fragmentation du calcul, c'est l'onde de choc, ce qui est une onde de pression énorme et brutale dans un temps de l'ordre de microsecondes.
Donc, les principes techniques de la lithotripsie extracorporelle. Le lithotripseur. Le lithotripseur, la lithotripsie est basée sur le principe physique de la génération des ondes de choc, dont il existe deux types de sources, ponctuelles et étendues. Maintenant, on doit parler de comment produire ces ondes de choc. Soit on les produit d'une source qui est ponctuelle, se forme seulement d'un point, ou bien une source qui a un petit élément de surface, c'est une source qui est étendue. Les sources ponctuelles. Un éclateur hydroélectrique délivre un courant intense de 16 jusqu'à 24 kV entre deux électrodes, foyer 1, dans l'eau dégazée, ça veut dire l'eau qui ne contient pas de gaz, et génère une bulle de vapeur dont l'expansion puis l'implosion crée ce qu'on appelle l'onde de choc. Donc on utilise ici une différence de potentiel entre des électrodes. Il y a génération d'une bulle à l'intérieur du liquide, de l'eau dégazée. Cette bulle-là, elle s'expanse, ça veut dire il augmente de volume. Lorsqu'il s'affaisse ou bien lorsqu'il implose, donc il y a production d'une onde de choc. C'est la même chose, prenons par exemple, vous aurez un bassin d'eau. À l'intérieur de ce bassin d'eau, vous allez prendre un ballon que vous soufflez. Vous l'immergez dans le bassin et puis vous essayez de le piquer par une aiguille. Donc il s'implose. Lorsqu'il s'implose, vous aurez quoi? Vous aurez que la surface de l'eau augmente d'amplitude ou bien de niveau d'une manière brutale. Et tout ça, il vient de quoi? Il vient de ce qu'on appelle l'onde de choc. Donc, il crée ce qu'on appelle l'onde de choc. Il est propagé par réflexion à partir des parois d'un ellipsoïde vers le foyer 2, avec une profondeur de distance focale fixe. Au foyer de calcul F2, cette onde de choc correspond à un volume tâche focale de dimension variable selon les appareils. L'onde aborde le calcul par sa périphérie et produit des effets compression-traction. La pression fragmente le calcul par la compression qu'il implique sur sa surface et par réflexion avec une onde de détente, dépassant les forces de cohésion du calcul, différentes selon la composition du calcul. De nouvelles ondes de compression-traction détente et la présence de microbilles gazeuses dans le milieu entourant le calcul et dans le calcul lui-même vont aboutir au phénomène de cavitation, avec des micro-jets entraînent des élévations brutales de pression, donc des fissurations entre les cristaux en fonction de la structure interne et de l'organisation cristalline plus ou moins compacte de chaque type de calcul. On doit vous montrer ça, ces détails-là. On doit parler de ça en détail sur des schémas explicatifs pour vous montrer comment ça se fait les choses. Concernant les sources étendues, l'onde de choc est issue de multiples sources placées sur une surface plane ou en cupule. Il est focalisé sous forme de sinusoïde amorti avec une pression un peu moindre que celle obtenue à partir d'une source ponctuelle. Donc, une figure qu'on doit voir après tout ça, représente les principes de fragmentation qu'un calcul se fait sous les ondes de choc extracorporel. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, que les ondes de choc peuvent être produites par une source ponctuelle ou bien par une source étendue. Ça veut dire qu'elles présentent une certaine surface. Et ces ondes de choc-là, on essaye, après leur production, de les focaliser dans un point bien déterminé. Ce qu'on appelle la focalisation des ondes de choc. Et dans ce point-là, c'est là où on pose notre calcul
qu'on désire fragmenter. Les types de lititraceurs. Actuellement, il existe plus de 30 lititraceurs différents dont la majorité utilise les ondes de choc électro-hydrauliques. Les ondes de choc produites par les différents générateurs sont des ondes de pression de forte puissance de type acoustique et générées sur un temps très court au contact du corps d'impédance acoustique élevé. Ça veut dire les calculs. Et libèrent leur énergie qui, par phénomène de cavitation, fragmente les calculs. La fragmentation des calculs n'a pas été améliorée par le changement de la nature des ondes de choc, qu'ils soient électro-hydrauliques, électroconductives ou bien piézoélectriques, ou bien les trois. Les ondes électroconductives dérivent des principes des générateurs électro-hydrauliques, piézoélectriques et possèdent une meilleure régularité en puissance et en convergence. Les ondes électro-hydrauliques sont produites par une décharge électrique puissante et bref, entre les deux pôles d'une électrode. Les appareils de troisième génération utilisent les ondes électro-hydrauliques bénéficient d'une électrode axiale qui augmente la surface des points d'entrée cutanés des ondes de choc et réduit la tâche focale. La douleur cutanée et l'atteinte des parenchymes rénales sont ainsi limitées. Les ondes piézoélectriques sont produites par l'excitation de céramique sur l'effet de l'impulsion électrique et convergent sur une tâche focale réduite. La fréquence de tir est souvent peu élevée et on recommande de ne pas dépasser 3000 impacts par séance. Les ondes électromagnétiques sont générées par un champ magnétique produit par une décharge électrique brutale et l'anti-acoustique fait converger ces ondes au point focal. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est ce qui concerne la production des ondes de choc, soit une production d'une source ponctuelle ou bien en utilisant une source étendue avec les différentes technologies, soit électroconductives, électro-hydrauliques, piézoélectriques, électromagnétiques. Après la production de ces ondes de choc, on essaie de le focaliser par des techniques qu'on doit faire après. Donc, ce texte-là que vous avez jusqu'à maintenant, c'est vrai, il est un petit peu difficile de comprendre son schéma, mais on doit expliquer tout ça dans les prochains diapos qui permettent de vous donner des images qui facilitent la compréhension de tout ça. Voilà maintenant un exemple, ou bien un schéma qui permet d'expliquer comment ça se fait en gros l'utilisation des ondes de choc pour la fragmentation des calculs rénaux. Voilà ici les voies urinaires, rein droit et rein gauche, les urtères et la vessie. Dans ce rein-là, il y a un calcul. On utilise un appareil émetteur des ondes de choc. Ces ondes de choc qu'on voit ici, elles sont produites à l'intérieur de l'appareil et elles sont comment? Elles sont focalisées en un point bien déterminé de l'espace. Donc notez bien ce qu'on appelle la focalisation. C'est par le principe de quoi? De génération de l'onde de choc et sa focalisation, ce qui est plus important. Si vous générez une onde de choc qui n'est pas focalisée, donc vous n'aurez pas la fragmentation du calcul rénal. Donc il faut le générer par les différentes technologies qu'on a déjà dit, mais essayer de le focaliser. Donc on parle de deux choses, génération et focalisation. Je vous montre un exemple d'un appareil de la lithotripsie qu'on voit ici. Voilà notre appareillage. L'appareil de la lithotripsie, il est constitué de deux parties. Voilà un arc en C, comme vous savez déjà dans la radiologie. Il contient quoi? Il contient un type barayon X au-dessus de la table et un amplificateur de l'éminence. Tout ça, il est monté sur un arc en C.
Voilà. Son rôle, c'est quoi? C'est de repérer le calcul qu'on veut fragmenter. Puis, la zone qui permet de produire les ondes de choc, ou bien la tête de le titraceur, c'est cette partie-là, c'est ici. Hein. Son agrandissement, c'est ici. Hein. C'est dans cette boule-là rouge, là où il y a production des ondes ultrasonores et leur focalisation. Donc, les deux, le type à rayon X et l'amplificateur de luminosité, c'est le repérage du calcul et la tête de l'éthiopsie, ça permet de quoi? De production des ondes de choc et leur focalisation en un point bien déterminé de l'espace. Ici, c'est un exemple de l'étitraceur à source électroconductive. Voilà un schéma explicatif synoptique de tout ça. Voilà, fluoroscopie X-ray détecteur. Ici, X-ray source, ça veut dire le type à rayon X. Les deux, ils sont montés sur un arc aussi. Voilà le type à rayon X. Voilà l'amplificateur de luminance. Voilà ici la zone, ou bien l'appareillage qui permet la production de ondes de choc et leur focalisation. Notre corps humain, c'est une coupe au niveau des reins. Le calcul se trouve sur le rein gauche. Stan, c'est le calcul. Donc, on a focalisé notre onde de choc sur ce calcul-là. Maintenant, parlons de ce qu'on appelle la zone focale et la zone de traitement. La zone focale, donc, cette zone-là, dans laquelle il converge tous ces rayons qui contiennent les ondes de choc, s'appelle la zone focale. Donc, la notion de zone focale et zone de traitement qu'on doit expliquer. Voilà. Cette figure-là se montre quoi? Donc, c'est une onde de choc typique d'un appareillage ou bien d'un générateur électro-hydraulique. Il est formé par la technologie d'un électro-hydraulique. Donc, le champ de là où il y a les ondes de choc, il consiste of un focused field with focused il y a deux zones où se trouve l'onde de choc. Il y a la zone focused with, ça veut dire la zone focalisée où toutes les ondes de choc sont focalisées. Et puis, il y a les ondes de choc qui ne sont pas focalisées dans cette zone-là. Celles-là, elles ne sont pas focalisées. Celles-là ne sont pas focalisées. Par contre, ici, c'est une zone de focalisation de notre onde de choc. Ici, c'est notre appareillage de production des ondes de choc. Il a la forme d'un quoi? Cette forme-là, qui contient de quoi? Elle contient deux zones focales, voilà F1 et F2. En F1, on met quoi? On met notre instrument de production des ondes de choc. Et ces surfaces-là incurvées, ça permet de quoi? De faire converger les différentes ondes de choc dans une zone bien déterminée. Et pour avoir un bon traitement, il faut que notre calcul se trouve dans cette zone-là. Donc, focale zone avec moins 6 décibels, cette partie centrale-là. Et la zone là où il y a une dose élevée, donc c'est toute cette zone-là. Donc il y a deux zones. Donc de moins 6 décibels focale zone. Donc maintenant on doit parler de la zone
focale de moins 6 décibels et la zone de focale de 5 mégapascales. Donc ces deux notions elles sont très importantes en lithotripsie. Prenons ici l'exemple de l'onde de choc en 3 dimensions. Quand vous avez sur l'axe des X, vous avez la pression. Et vous avez ici sur l'axe des Y, vous avez la position axiale en millimètres. Donc, vous avez le pic maximal de pression. Ici, c'est la distribution de la pression. Le pic maximal, donc, est de l'ordre ici de... Ça se projette autour de 650 mégapascales. Donc, la partie qui concerne zone focale moins 6 décibels, c'est cette zone-là noire. Ce petit disque noir, il représente quoi? C'est la zone de pression area of pressure value being equal or higher than 50% on the focal peak pressure. Donc cette zone-là, c'est là où il y a plus de 50% de l'énergie qui est déposée. Donc la zone moins 6 décibels, elle représente au moins 50% de l'énergie de l'impulsion qui est déposée dans cette zone-là. Par contre, la zone de 5 mégapascales, elle représente quoi? C'est un area of efficient shock wave interaction. This parameter must be closely linked to the energy content of the shock wave field. Donc, la zone qui représente 5 mégapascales, ça veut dire si à partir de cette zone-là, on peut avoir l'effet des ondes de choc sur les tissus humains, ça veut dire sur les ondes des effets médicaux. Au-dessous de 5 mégapascales, donc il n'y a pas d'effet. Donc, la zone qui représente 5 mégapascales, donc il représente quoi? Une interaction des ondes de choc qui peuvent donner des effets sur cette zone-là. Ça veut dire on peut ressentir les effets. Par contre, la zone de moins 6 décibels, c'est cette zone-là, c'est une zone qui contient 50% de l'énergie dans notre onde qui doit être déposée dans cette zone-là. Donc la distribution de la pression dans la zone, dans le focal area, ça veut dire dans la zone focale. Donc the pressure value of 5 mégapascales, 50 bar, is considered as a limit above which shock waves are assumed to generate some medical effect. Donc, la valeur minimale où on peut avoir des effets médicaux, c'est 5 mégapascales. Au-dessous, il n'y a pas d'effet. Voilà. Ici, c'est la représentation en énergie. Donc, la zone focale, moins 6 décibels. Donc, c'est cette partie-là. Donc, dans cette zone-là, on doit avoir 50% de l'énergie qui est déposée seulement dans cette zone qui est rouge ici, dans ce disque-là. La partie centrale est plus énergétique. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, que l'énergie s'achète. Mais dans tout ce disque-là, on a 50% de l'énergie dans l'onde de choc, il est déposé dans cette zone-là. Prenons ce cercle-là, cette partie-là qui est verte, elle représente la zone de traitement. Ça veut dire, c'est cette zone-là qui peuvent avoir des effets
d'ondes de choc sur notre structure. Ça veut dire ce compte des effets médicaux. Au-delà, il n'y a pas d'effet médical. Donc l'effet médical se trouve dans cette zone-là. Ce schéma-là montre quoi? Montre un malade qui est irradié par les ondes de choc. Pour fragmenter le calcul rénal, on voit il y a des ondes de choc qui sont focalisées sur le rein et des ondes de choc qui ne sont pas focalisées. Mais ces ondes de choc qui ne sont pas focalisées, donc ça peut affecter le cœur, le poumon, les intestins, le foie et ainsi de suite. Donc c'est la même chose que ce qu'on a en radiologie classique. Prenons par exemple un type baryon X, il irradie la zone qui nous intéresse, mais les autres zones qui sont hors le champ des rayons X sont atteintes par ce qu'on appelle le rayonnement diffusé. Donc c'est la même chose ici qu'on le tétrapsie. Ici, on utilise une autre technique qui permet d'éliminer ou bien de laisser seulement le rayonnement focalisé et de diminuer le rayonnement qui n'est pas focalisé. Ça veut dire qu'il faut essayer de protéger le maximum les autres zones, par exemple le cœur, les intestins et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple d'optimisation de la zone focale en concentrant l'énergie seulement sur le rein et protégeant les structures au-delà de la zone focale qui nous intéresse. Donc, il nous reste les axes principaux des technologies de la lithotripsie qu'on doit y avoir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie jusqu'à une autre vidéo.